La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Blabla Foot. Aujourd'hui, on se met en mode basket. Et oui, Blabla Foot devient Blabla Basket, le temps d'une émission exceptionnelle. On va s'intéresser à l'ère jurassique, et je parle pas des films sur les dinosaures, mais bien de la franchise des Raptors de Toronto, première franchise non américaine à remporter les finales NBA. C'était il y a un peu plus d'un an, jour pour jour, le 14 juin 2019. On va revenir sur l'histoire de la franchise, comment s'est-elle construite et quels ont été les secrets de son succès. Pour cela, on accueille un invité exceptionnel, un véritable guest star, j'ai nommé Oncle Phil, figure de Radio Off Basket, qui nous racontera les dessous de l'équipe de Toronto. Jingle. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir Phil. Bonsoir Max. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, et toi? Prêt à venir sur Blabla Foot? Très bien, je suis prêt, ready, je suis déjà sur le parquet, comme on dit sur Radio Basket. Mais je vais pas corriger ton intro, mais exceptionnel, c'est quand même fort. J'essaye de faire au max, mais c'est bien. Merci. Content que ça t'ait plu, on est ravis de t'accueillir. Aujourd'hui, pour expliquer un peu nos auditeurs, Phil, il va nous retracer, nous faire l'historique, nous raconter l'histoire de la franchise des Toronto Raptors. Mais raconte-nous un peu d'abord, Phil, ton aventure radiophonique autour du basket. Y a pas de souci. Donc je démarre. Mon aventure radiophonique, je commence en 2013. Je commence en 2013 avec une communauté de potes sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et puis cette communauté commence à prendre une ampleur que je n'avais pas prévue. Et je me pose la question de comment est-ce que j'évolue avec cette communauté, comment est-ce que l'on progresse, comment est-ce que l'on pourrait progresser sans pour autant faire comme tous les autres, tout simplement. Et c'est comme ça que, étant un gros fan de radio, parce que je suis tout le temps connecté sur RMC Sport, donc je me dis voilà, il faut que je me lance, voilà, tant qu'à faire on se lance, d'autant qu'il y a une communauté derrière moi qui me soutient, et c'est comme ça que naît Radio Hall of Fame Basket du côté de Manchester. Le siège social est à Manchester, en Angleterre. Et voilà, c'est une radio exclusivement digitale, à travers une application ou sur le site internet Radio Off Basket. On peut écouter les talk shows de la radio, que du basket, exclusivement du basket, hein, je précise bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a aussi la particularité d'être partenaire NBA depuis 2015. Partenaire NBA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'occupe de l'image, de partager l'image, les produits de la NBA à travers notre réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les offres League Pass, les offres NBA Store provenant du Canada, de l'Angleterre, pas de France notamment. On n'a pas encore eu NBA France, mais globalement, on s'occupe de la promotion de la ligue, et ce depuis 2015 maintenant. Donc voilà, donc c'est un peu ça la petite aventure Radio Hall of Fame Basket. Eh ben écoute, félicitations pour ça, et on a hâte que tu nous expliques, que tu nous racontes l'histoire de Toronto. Mais je vais également accueillir pour l'instant nos chroniqueurs qui ont pris position sur l'application Blabla Foot. Tout d'abord, on a un nouveau, Christophe. Salut Christophe. Salut Max. Comment tu vas? Écoute, ça va bien, et toi? Ça va. Écoute, c'est ta première sur Blabla Foot. Totalement. Eh ben écoute, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour nos auditeurs? Ouais, bien sûr. Moi, c'est Christophe. Je suis étudiant en journalisme à l'ICP. Je crois que c'est une école que tu connais bien, Max. Je suis fan des Raptors, donc bon, j'ai vraiment hâte d'écouter un petit peu l'histoire qu'on va nous raconter, puis réagir sur quelques petits trucs si jamais
j'ai envie de vous faire part aussi un peu de mon savoir, quoi. Bah, n'hésite pas. D'ailleurs, je le dis aux auditeurs qui voudraient prendre position. Oncle Phil, il va nous raconter cette histoire, mais c'est plus sous un format de discussion. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il ne faut pas hésiter à dire aussi si on a des petites anecdotes, des petites infos en plus. On est là pour partager un moment tous ensemble. Et ben on va le partager aussi avec Mohamed, que j'accueille aussi ce soir. Salut Mohamed. Salut les amis, salut Christophe, salut Oncle Phil, salut Max. Salut. T'es en forme Mohamed pour parler basket, pour changer? Bah oui, carrément, je vais en forme. Moi, je suis hors la zone des 3 points, donc je ne mets que des 3 points, toi. Donc je suis bien chaud là, je me suis échauffé. T'as enchaîné les tirs à 3 points à l'échauffement comme Steph Curry, c'est ça? Ouais, encore un peu mieux. Je pense que moi, je suis à 100% là. Avec un seul tir. Faut t'inscrire au concours de dunk l'année prochaine. De dunk, je veux dire, de concours à 3 points, pardon. Je dis concours de dunk. Ça commence bien. Sur Blabla Foot, rassurez-vous qu'on sait aussi parler basket. Mais avant de commencer l'émission, je vais rappeler à nos auditeurs, si vous nous écoutez sur le lien direct live, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application qui est disponible sur Android et sur l'Apple Store. Cliquez sur Devenir chroniqueur pour prendre position et venir débattre avec nous. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, @blablafoot_app, sur Facebook, la page de Blablafoot, et sur Instagram, @blablafoot.officiel. Bien messieurs, eh bien, je crois qu'il est temps de laisser place à Oncle Phil qui va démarrer son récit. On t'écoute. Merci Max. Ok, donc pour histoire de résumer un petit peu le truc, on va bien entendu parler des Raptors de Toronto, cette équipe championne, mais on s'est dit voilà, on va pas revenir uniquement sur la saison dernière pour parler de cette épopée, mais c'est important de revenir, comme l'a dit Max, en présentant les débuts, comment est-ce que cette franchise est née, comment est-ce qu'elle a évolué. Donc il y aura plusieurs épisodes. Voilà, et on démarre donc par ce premier épisode avec la mise en place des personnalités qui ont véritablement fait cette franchise, en tout cas sur la première partie de son ère, on va dire ça comme ça. Donc je démarre avec la création de la franchise. Il faut savoir que les Raptors de Toronto, les relations entre, on va dire, c'est plus précis de dire c'est ainsi, les relations entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne la NBA datent d'il y a très très longtemps. Ça date de 1946, lors de la création de la ligue de la NBA du côté de New York. Et à cette époque-là, il y a donc 3 hommes d'affaires donc je vais citer les noms: Eric Craddock, Harold Shannon et Ben Newman, qui s'associent pour créer la première équipe canadienne qui s'appelle les Toronto Huskies. Huskies, ça fait référence au chien des neiges là. Vous connaissez le chien des neiges, Huskies. Un peu plus sympathique que les Raptors d'ailleurs, comme image. Voilà. Donc les Toronto Huskies, avec un budget qui paraît aujourd'hui rikiki, mais qui était quand même important à l'époque, $150,000 de budget pour la création des Toronto Huskies. Et il faut aussi savoir que donc cette franchise des Toronto Huskies avait accueilli donc le premier match de l'histoire de la NBA. C'était le 1er novembre 1946, en jouant à domicile face à une équipe de New York. À l'époque, ils s'appelaient les Knickerbockers de New York. Donc voilà, donc devant une foule d'à peu près 7000 personnes, un match perdu par cette équipe canadienne sur un score de 68-66. Et le déroulement de cette première saison des Huskies de Toronto était véritablement chaotique. C'est une équipe qui n'avait pas beaucoup de talent à l'époque, et les propriétaires perdaient de l'argent tout simplement. Et cette première saison était assez catastrophique. C'est pour ça que la franchise n'a pas suivi après, c'est-à-dire qu'elle n'a pas enchaîné avec une saison suivante. Elle a été supprimée après cette première saison 1946-1947. Donc ce n'est que 50 ans plus tard que la NBA reviendra donc au Canada avec les 2 franchises que l'on connaît dans l'histoire de la NBA, à savoir les Toronto Raptors et les Grizzlies de Vancouver. Mais on va surtout se concentrer sur les Raptors. Est-ce que je peux te poser juste une question? Moi, je suis un très novice, donc je me permets. Ma question, comme tu l'as dit, ils ont été créés en 46, mais
la question qui me vient à l'esprit, mais pourquoi est-ce ils veulent rejoindre la NBA plutôt que le championnat local? Alors, il faut savoir que la NBA, le lien entre les États-Unis et le Canada, on va dire ça comme ça. Vous savez que le basket, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du basket, le basket, il a été inventé par un Canadien. J'ai même oublié son nom d'ailleurs. J'ai pas son nom dans mes notes là, mais je crois qu'on pourra me compléter si l'un des participants retourne, s'il connaît un petit peu. Les liens entre le Canada sont très anciens. Donc, lors de la création de la ligue, j'ai pas les détails de l'histoire vu que j'y étais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que l'on sait, des informations que l'on sait, c'est que bien entendu, au niveau de la création, lors de la création de cette ligue à New York, il y avait donc ces hommes d'affaires du côté du Canada qui souhaitaient aussi investir, puisqu'ils estimaient qu'il y aurait un retour sur investissement par rapport au spectacle qui allait être livré du côté de New York. Mais maintenant, les sous-entendus et les ont dit, on va dire que j'ai pas tous les détails. On va dire ça comme ça. Toi, Christophe, tu l'as le nom du J'ai oublié le nom du Canadien. C'est James Naismith. James Naismith, voilà, c'est ça. C'est ça, James Naismith. Ce Canadien qui a donc inventé le basket. Je peux enchaîner? Sinon, il y a d'autres questions? Bien sûr, je t'en prie, à moins que Christophe veuille réagir sur quelque chose. Non, vas-y, je t'en prie, continue. Allez, ok, allez, j'enchaîne. Donc j'ai donc parlé des Toronto Huskies, donc qui ont arrêté après la première saison, et ensuite ce n'est que 50 ans plus tard que la NBA est donc revenue au Canada. Et pour raconter un petit peu la petite histoire, pourquoi est-ce que la NBA revient donc au Canada avec la création des Raptors de Toronto, c'est par le biais d'une initiative des Canadiens. Que cela s'est fait. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle le groupe Bitove Investments Inc., qui a donc contacté la NBA par le biais de son président, John Bitove Jr., qui était un gros passionné de basket, et il souhaitait réaliser le rêve de son père qui, avant lui, avait déjà approché la NBA auparavant pour la création d'une franchise canadienne. Et puis, on rappelle que lorsque vous approchez la NBA lorsque vous portez candidat pour la création d'une franchise, il y a plusieurs éléments qui se mettent en place. Vous devez avoir des soutiens forts. Et à l'époque, ils avaient reçu le soutien de Magic Johnson pour cette candidature, mais ce qui acheva véritablement de convaincre le comité d'expansion de la NBA, qui était dirigé à l'époque par Jerry Colangelo, qui était propriétaire des Suns, c'était le plan de création de l'aréna qui intégrait véritablement toutes les exigences de la NBA et plus encore. Donc la décision d'expansion avec les Raptors, avec cette équipe de Toronto, ils n'avaient pas encore trouvé le nom à l'époque. Cette nouvelle franchise a été entérinée le 30 septembre 93 avec un coût d'extension qui tournait autour de 125 millions de dollars. Mais même avec cette expansion, ça n'a pas été facile de mettre ça en place. Il faut véritablement préciser que c'est une véritable coopération entre la NBA et cette franchise de Toronto dans le développement du basket local, le développement social notamment. Je me souviens il y a un détail où il y a une info où ils racontent qu'ils avaient créé un hôpital, par exemple, à cette époque dans la région. Et ce sont tous ces éléments-là qui ont permis à cette franchise de s'installer, enfin de s'installer dans cette zone de Toronto. Je vais enchaîner avec. Oui. J'ai juste une question, et ça s'adresse à vous, messieurs en général, mais est-ce que les Raptors ont pris la place d'une franchise en fait à cette époque-là? Non, pas du tout. En fait, la ligue a voulu une expansion, et c'est pour cela que il y a eu deux équipes qui ont été créées au Canada, donc les Grizzlies de Vancouver et donc les Toronto Raptors. Pour la saison régulière, du coup, ça fait deux équipes en plus. Ça je gère comment? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, ça a fait plus de matchs en fait. Non, c'est ça. C'est à ce moment-là où c'est déjà à ce moment-là où ils sont passés à plus de 80 matchs par saison, non? En saison régulière. Bon, je vais pas rentrer pour le nombre de matchs en tant que tel, mais il est clair que pour la NBA, l'expansion, elle a surtout un but économique.
C'est-à-dire que le but il est surtout économique, c'est-à-dire que ça fait plus de rentrées pour la ligue à partir du moment où la franchise apporte les garanties nécessaires pour son développement. Donc c'est surtout ça quoi, c'est une question business. Bien sûr. Donc écoute, on a parlé du business, de la création, et une fois que ça a été entériné, tout restait à faire. Il fallait trouver le nom. Voilà, il fallait trouver le nom de la franchise et au départ, ils voulaient faire revivre les Huskies de Toronto, mais du côté de la NBA existait déjà les Timberwolves du Minnesota. Donc avoir deux logos à tête de loup, ça allait pas le faire. Donc ils ont décidé donc de lancer un concours national, enfin un concours pas national, mais un concours pour trouver un nom. Et ce concours à cette époque a eu un véritable succès. Et dans le top 10, il y avait dans le top 10 des noms, on pouvait retrouver les Beavers, qu'on peut traduire en français par les castors, tout simplement, les Bobcats, qu'on peut traduire par les Lynx, les Dragons, les Grizzlies, les Hogs, les Raptors, les Scorpions, les T-Rex, les Tarantulas, les Terriers et les Towers. Donc ça, c'est le top 10 des noms qui avaient été sélectionnés. Le choix des Raptors, oui, quelqu'un veut intervenir? Il y en a qui sont folkloriques quand même dans ces noms-là. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire que le choix des Raptors fut presque une évidence pour la franchise à cause de la célébrité du film de l'époque qui s'appelle donc Jurassic Park. Ce film réalisé par Steven Spielberg, qui a véritablement mobilisé les foules à cette époque. Pour ceux qui se souviennent il y en a qui se souviennent de la première sortie de Jurassic Park 1. Ah ouais, carrément. Moi, j'étais jeune. Avec les dinosaures et tout ça. Ouais. Donc, moi, j'étais carrément pas né, moi, donc. Moi, j'avais 1 an, je m'en souviens très bien. Ouais, mais tu l'as certainement vu quand t'avais 7-8 ans. En tout cas, c'est ça, oui. En tout cas, à cette époque, ce film avait été, c'était un blockbuster de l'époque, et le public, spécialement les jeunes, était très accro à cette image des dinosaures. Donc le choix fut au niveau économique, au niveau business pour cette équipe de Toronto, c'était évident qu'il fallait aller vers le choix de l'image du dinosaure. Et ils ont donc choisi Raptors, surtout à cause du Velociraptors. Qui pour ceux qui ne le savent pas est un dinosaure, et je crois que c'est le dinosaure le plus rapide, on va dire ça, le plus véloce. Il s'appelle Velociraptors, donc et ça se rapprochait du top du nom Raptors. Voilà, ils ont sélectionné Raptors, voilà, pour le nom de cette franchise de Toronto. Et il faut dire que le succès bien avant le premier match des Raptors fut quand même un succès commercial. On va dire très intéressant pour eux. On rappelle qu'à cette époque, ils avaient choisi donc les couleurs, couleurs rouge vif, violet, noir, et surtout ce qu'ils appellent la couleur Naismith Silver, en l'honneur de James Naismith, qui a donc inventé le basket en 1891. Et on rappelle qu'ils avaient vendu près de 20 millions de dollars de produits dérivés. À cette époque, je crois qu'ils avaient été classés septième meilleure vente de produits dérivés lorsqu'ils sont sortis. Donc déjà, c'était au niveau commercial, ils ont profité bien entendu de l'avènement du film Jurassic Park, et ça les a bien aidés à justifier un petit peu leur retour sur investissement. Sur le plan financier. Mais alors, du coup, à ce moment-là, il a fallu monter une équipe, non? Et puis de rien. Voilà. de rien. Ça, voilà, Je sais que Christophe était pas né, mais est-ce que tu te souviens de la première équipe des Raptors, toi? Oh ouais, je me souviens, bien sûr, c'était avec une draft d'expansion, c'est-à-dire qu'ils prenaient des joueurs qui étaient libres de contrat dans des autres équipes de la NBA. Et ils ont aussi participé donc à la draft de 95. Où ils ont recruté celui qui sera le futur rookie de l'année 95, Damon Stoudemire. Et après, ils ont recruté aussi pas mal de vétérans d'autres équipes de NBA. D'accord. Oncle Phil, tu confirmes, j'imagine? Oui, je confirme. Voilà, je confirme. Je souhaitais. Enfin, moi, je confirme, mais je voulais juste compléter en précisant que pour le propriétaire des Raptors, il a démarré, bien entendu, en nommant
Asia Thomas, vice-président des opérations de basket, 4 mai 94. Il a choisi Asia Thomas pour une raison simple, un gros fan des Pistons de Détroit, des Bad Boys de l'époque. Asia Thomas qui démarre donc ses fonctions du côté des Raptors. Et voilà, je vais pas revenir sur ce qu'a précisé Christophe. C'est Christophe, hein, c'est ça, oui. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, Christophe. Et je vais surtout je vais compléter en parlant de la signature d'un jeune Européen à l'époque. Je crois que c'était avant Damon Stoudemire. Il s'agit d'un Italien. Il s'appelle Vincenzo Esposito. Ouais. Un véritable, un génie de l'époque, hein, du basket italien, hein, qui tournait en Serie A à près de 20,5 points par match. Il était d'abord le choix des Cavs de Cleveland, mais il n'a pas pu signer son contrat avec les Cavs à cause du premier lockout de cette époque. C'était en 1994, et c'est en mai 95 qu'il signe donc avec les Raptors, qu'il signe avec les Raptors. Mais malheureusement, Vincenzo Esposito n'a pas eu une grosse carrière NBA puisqu'il n'avait joué que 30 matchs NBA avec une moyenne de 3 points en 9 minutes pour 9 minutes de temps de jeu, donc il a pas beaucoup brillé. Mais c'était effectivement là. Et au niveau du coach, alors oncle Phil, ils ont choisi qui ils ont choisi le board? Alors j'ai pas regardé au niveau du coach puisque j'ai surtout Brandon Malone, c'est ça? C'est ouais, Brandon Malone, hein. Voilà, merci Brandon Christophe. Malone. Voilà, merci. Quelqu'un veut réagir, sinon j'enchaîne. Mohamed, tes impressions sur ce début d'histoire des Raptors? Non, mais ça paraît improbable au début. Moi, j'écoute, hein, j'apprends parce que je suis fan de basket, mais vraiment de loin. Ça paraît improbable, mais au final, ça donne une équipe qui, on va dire de 98 à maintenant, finalement, en moins de 30 ans, gagne un sacré NBA. Donc, j'ai hâte de connaître la suite. Ouais. Mais alors avant ça, il a fallu jouer une première saison. Hein. Voilà, il a fallu jouer une première saison. Alors dans ma présentation, je vais véritablement insister sur les joueurs qui ont marqué cette époque. Je me suis pas véritablement concentré sur le coaching staff. C'est pour ça que lorsqu'on m'a posé la question pour le premier coach, j'avais pas l'info. Je me suis véritablement concentré sur les joueurs. Donc c'est bien que Christophe soit là, il va m'aider à combler les trous. On va dire ça comme ça. Donc, Christophe a parlé de Damon Stoudemire. Voilà, pour moi, c'est véritablement le premier joueur qui a mis un petit peu de lumière du côté des Raptors. 7e choix de la draft 95. On rappelle que c'est un joueur qui a donc terminé rookie de l'année. Et on rappelle que lors de cette saison 95, les Raptors de Toronto, ils étaient quand même l'une des rares équipes à avoir pu battre les Bulls de l'époque, hein. Les Bulls de cette époque, c'était encore considéré aujourd'hui comme la meilleure équipe de tous les temps. 72 victoires pour 10 défaites cette saison-là. Et les Raptors étaient l'une des rares équipes à avoir pu les battre en saison régulière. Donc c'était pas si mal pour eux, on va dire ça comme ça. Mais rien n'a été facile pour cette franchise. Et on retient aussi l'arrivée d'un très jeune joueur de 18 ans, à savoir Tracy McGrady. C'était en 98. Tracy McGrady arrive fraîchement du côté de Toronto, et sans refaire l'histoire de T-Mac, parce que c'est l'histoire de T-Mac, c'est une autre histoire, mais on va quand même gratter un petit peu. On va simplement rappeler que la petite histoire raconte que la première année de Tracy McGrady du côté des Raptors, c'était très très compliqué. Pourquoi? Parce que Tracy McGrady raconte qu'à l'époque il se sentait très très seul. Donc, et il n'avait pas une éthique de travail il n'avait pas une éthique de travail terrible. Donc il s'ennuyait beaucoup. Et donc voilà, du côté de Toronto. Mais c'est plus à la deuxième année de T-Mac que les choses ont commencé à aller beaucoup mieux pour lui, puisque son cousin Vince Carter l'avait donc rejoint. Et pour finir avec la petite histoire de T-Mac, qu'il avait démontré notamment du côté des Raptors, surtout des qualités athlétiques très au-dessus de la moyenne. On se souvient encore de ses prestations au All-Star Game de 99 avec Vince Carter, pour ceux qui s'en souviennent. On rappelle que T-Mac, lors de cette deuxième saison, était même candidat au titre de meilleur 6e homme de l'année. Il tournait à 15 points, 6 rebonds, 3 passes décisives.
Et lui et Vince Carter avaient permis aux Raptors de se qualifier en playoff pour la première fois de leur histoire. On rappelle que sur cette saison-là, ils étaient à 47 victoires pour 35 défaites. La suite de la carrière de T-Mac, on la connaît, puisqu'après, il a quitté les Raptors pour rejoindre Orlando, où il a explosé du côté du Magic et après du côté de Houston. Mais on va rester aux Raptors, sauf si quelqu'un veut réagir. La période de T-Mac, ça rappelle quelqu'un côté de Toronto. C'est le début de quelque chose qui sera absolument exceptionnel plus tard. C'était des joueurs avec Vince Carter qui étaient malgré tout de même assez semblables, que ce soit dans l'explosivité, la vitesse d'exécution, c'était assez incroyable. Évidemment, il n'y avait pas encore la régularité, mais bon, faut pas oublier qu'il avait que 18 ans, donc forcément, ça n'aide pas. Et je voulais juste rebondir sur Damon Stoudemire, qui, faut se le rappeler, il avait été assez conspué par les fans de Toronto, qui eux, ils auraient voulu un joueur qui s'appelle Ed Bannon, qui était donc leur choix préférentiel. Au final, l'histoire leur a montré qu'ils s'étaient trompés. Tu as parlé de Vince Carter, il va forcément falloir s'attarder voilà, dessus. J'allais enchaîner avec Vince Carter. Vince Carter, c'est véritablement le joueur qui restera dans l'histoire de cette franchise des Raptors de Toronto. C'est Vince Carter, je vais pas le présenter aujourd'hui, hein, on va pas faire son histoire, mais c'est un joueur extraordinaire qui, à la base, était une sélection des Warriors de Golden State. Vince Carter n'avait pas été sélectionné par les Raptors, mais par les Warriors de Golden State. Pourquoi est-ce que Vince Carter rejoint les Raptors de Toronto? On vous raconte la petite histoire de son arrivée aux Raptors. En fait, c'est surtout les Warriors qui voulaient absolument sélectionner un joueur que les Raptors visaient aussi. Il s'agit de Anton Jamison, coéquipier de Vince Carter du côté de North Carolina. Les Warriors voulaient absolument ce joueur, Anton Jamison, et ils étaient véritablement prêts à tout pour l'avoir. Donc ils ont monté un deal, tout simplement, avec les Warriors ont monté un deal avec les Raptors avec un échange, plus de l'argent, voilà, pour les convaincre. Donc on va simplement rappeler que le choix des Raptors était véritablement purement business. On n'oublie pas les qualités de Vince Carter, mais c'était surtout aussi un choix business pour les Raptors de Toronto, qui à l'époque, on rappelle que le coach des Raptors de l'époque, lui, il souhaitait drafter un intérieur qui s'appelle Robert Taylor. Pour ceux qui s'en souviennent de son surnom, c'était Tractor, Robert Tractor Taylor, très costaud, très boursouflé. C'était le choix c'était le joueur que le coach voulait sélectionner à l'époque, mais voilà, ils ont eu cette possibilité de dealer avec les Warriors afin que les Raptors sélectionnent Anton Jamison et ensuite qu'il échange avec les Warriors pour récupérer Vince Carter. J'enchaîne, sauf si quelqu'un veut parler de Christophe, cette draft, non? Je peux enchaîner? Vas-y, je t'en prie, enchaîne. Allez, tout ce que je voulais dire, donc je te laisse continuer. Il faut dire que, juste rapidement, pour les auditeurs qui suivent un peu moins le basket, mais les drafts NBA regorgent de ce genre d'histoire où les coachs à la base voulaient drafter des joueurs improbables et finalement ils draftent des joueurs que personne n'attendait qui deviennent des superstars. Il y a beaucoup d'histoires comme ça quand même. Ouais, puis Toronto a été quand même Toronto, quelque part, c'est une franchise qui s'est aussi construite grâce à la draft. Même grâce à des joueurs, bon, c'est pas le sujet tout de suite aujourd'hui, mais des joueurs qui ont même été non draftés. C'est là où la cellule de recrutement des Raptors a toujours été tout de même assez performante. Même s'il y a eu quelques moments de creux, je pense que Phil en reparlera dans d'autres épisodes plus tard. Ouais, je me permets, les amis, j'avais pris une petite pause. Oui. Mais justement, sur l'histoire de draft, effectivement, moi, je suis très fouteux. Est-ce que tu peux prendre juste 30 secondes pour m'expliquer c'est quoi exactement le drafting, ou le draft plutôt, des joueurs NBA? J'imagine que c'est des recrutements directement dans les universités, c'est ça? Pour les franchises. C'est quoi le principe des drafts? Parce qu'il y a plein de gens qui, comme moi, je pense qu'ils ne savent pas, en fait. Les drafts, en fait, c'est chaque équipe NBA qui a un choix dans une sélection de joueurs universitaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la plupart du temps, c'est que le premier choix de draft, c'est entre guillemets celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l'université. Et que c'est souvent l'équipe la plus faible de NBA qui a ce premier choix de draft. Et ça se suit un peu dans le sens contraire. C'est-à-dire que l'avant-dernière équipe aura le deuxième choix de draft, etc. Donc oui, le recrutement se fait donc exclusivement ou presque dans les universités, même si de nos jours il y a pas mal, l'Europe a aussi pas mal sa place.
Il faut que donc pour c'est avoir surtout l'espoir en tant qu'Américain de jouer dans une franchise, mieux vaut que je vienne d'une université. Et les universités font leur classement. Donc premier, deuxième, troisième meilleur joueur, etc. Et ces meilleurs joueurs-là vont être sélectionnés par les franchises dans l'ordre décroissant par rapport à leur classement en saison régulière. C'est ça? Après, C'est à peu près ça. il peut y avoir des joueurs qui ne passent pas par la case université, mais c'est de plus en plus rare. Par exemple, c'était le cas de Tracy McGrady qui n'est pas passé par l'université. Voilà. Et vous avez aussi les scouts qui voyagent à travers le monde pour chercher des nouveaux talents, tout simplement. Et lorsque vous avez des joueurs comme par exemple Vincent Esposito dont j'ai parlé en début de talk show, Vincent Esposito, c'est un joueur italien. Il a été vu par des scouts qui ont analysé son jeu, analysé sa progression en Serie A et et ce sont ces rapports qui sont ramenés au niveau du front office et après le front office décide de leur proposer un contrat ou pas. Donc on a cette double option de recrutement. Tu as la draft chaque année. Les équipes NBA se partagent les choix en fonction d'une loterie. Ils organisent une loterie pour déterminer quelle sera la première équipe à sélectionner les meilleurs joueurs du moment. Et c'est après cette loterie que se met en place. Les Américains, ils aiment trop la loterie, hein, c'est clair. Même pour avoir le droit de travailler là-bas, c'est loterie. Bah, écoute, c'est un truc il faut dire quand même que la draft a ce côté-là où, parce que bon, les mauvaises langues diront toujours qu'il y a toujours quelque chose derrière, quoi. La draft, est-ce que vous êtes certain que c'est le hasard joue vraiment? Est-ce que tout ça c'est pas un petit peu truqué, on va dire ça comme ça? Il y a toujours des mauvaises langues qui en parlent, mais il faut quand même rappeler que ça apporte toujours son lot de suspense dans une saison NBA. Avant de démarrer une saison NBA, lorsqu'on démarre avec une draft, c'est un petit peu, on se pose toujours la question de savoir quel sera le joueur quelle sera la franchise qui va avoir le meilleur joueur, tout simplement. Oui, et puis ça fait des histoires à raconter toujours. Absolument, c'est des histoires à raconter, et puis c'est surtout que ça a le mérite aussi d'essayer d'égaliser un peu les chances, c'est-à-dire qu'on n'est pas des situations comme dans le football, voilà, où par exemple en Espagne on sait que ce sera soit le Real soit le Barça qui sera champion et que Getafe ne le sera jamais. Voilà. Et ben justement on parle de draft. La plus belle draft, on va enchaîner, la plus belle draft probablement de l'histoire des Raptors, Vince Carter. On t'écoute, voilà. Oncle Phil. Vince Carter. Après, tu auras les haters qui te diront que non, c'est pas la plus belle draft parce que Vince Carter n'a pas rapporté de titre, mais bon, il y en aura toujours pour enchaîner. Mais Vince Carter, c'est véritablement lui qui met les Raptors sur la carte du monde du basket. Ça, c'est clair et net, ce n'est absolument pas discutable puisqu'il établit véritablement la célébrité des Raptors avec son jeu. C'est pour sa première saison, 18 points de moyenne par match. Il est nommé rookie de l'année et c'est sur la deuxième saison qui commence à exploser avec 25,7 points par match, quatrième scoreur de la NBA à ce moment-là, première sélection All-Star Game. Il gagne donc ce concours de dunk qui l'installe encore aujourd'hui pour beaucoup comme étant le meilleur dunker de l'histoire de la NBA. Vince Carter, troisième saison, il tourne à 27 points par match. Pour sa troisième saison, on va garder surtout en mémoire cette extraordinaire prestation face à un autre monstre de la NBA, à savoir Allen Iverson. C'était en 2001, les demi-finales de conférence 2001 des Raptors face aux Sixers de Philadelphie, notamment ce match 3 de Vince Carter à 50 points. Malheureusement, les Raptors sont éliminés après 7 matchs, mais ce duel reste encore aujourd'hui dans les livres d'histoire. Christophe, je crois que tu dois être au courant de la petite histoire avec Vince Carter qui devait récupérer son diplôme. Non, je t'avoue là, comme ça me rappelle pas du tout, mais vas-y, je t'en prie, raconte. Non. Alors, la petite histoire raconte que je me souviens plus du match parce que c'est pas dans mes notes, mais la petite histoire raconte que pendant cette opposition en play-off face aux Sixers de Philadelphie, il y a un match qui a été perdu par les Raptors parce que Vince Carter n'a pas pu jouer ce match, tout simplement parce que c'était pendant ce match qu'il devait recevoir son diplôme. Oui, c'est vrai.
il avait promis à sa mère qu'il allait récupérer son diplôme vaille que vaille. Et voilà, il a choisi de ne pas jouer, d'aller récupérer son diplôme, et les Raptors avaient perdu. Et puis ça restera dans l'histoire de ces playoffs extraordinaires, de cet affrontement face à Allen Iverson aujourd'hui. Et puis cette histoire de diplôme, c'est aussi ce qui a, entre guillemets, créé hate de Vince Carter de la part des fans. C'est vrai que ça a créé mobilisé des haters contre lui. Alors, on enchaîne avec la quatrième année de Vince Carter au Raptors de Toronto. Il signe une prolongation de contrat à 94 millions de dollars, mais par la suite des problèmes de santé s'accumulent, notamment ses genoux. Les genoux de Vince Carter le font souffrir, et on rappelle que ces problèmes de genoux vont véritablement l'accompagner tout au long de sa carrière. Mais on va garder cette saison 2002 en mémoire, avec 60 matchs joués pour 24 points par match. Il est sélectionné All-Star Game, mais à cause de sa blessure, il ne peut pas jouer, et les Raptors se font éliminer au premier tour des playoffs face à Détroit. Donc c'était en 2002. En 2003, Vince Carter est toujours le visage de la franchise des Raptors de Toronto, mais il a toujours des problèmes de blessure qui l'empêchent de donner la pleine mesure de son talent. Mais on va surtout retenir que pendant le All-Star Game, pour le All-Star Game, il avait laissé sa place à Michael Jordan pour ce qui sera pour lui le dernier All-Star Game de sa carrière. Donc voilà, on va retenir ça pour 2003. Laissé sa place à Michael Jordan? Oui. Alors, il était blessé, il pouvait pas jouer. Et à cette époque, lorsqu'un joueur ne peut pas jouer, il est remplacé par un autre joueur. Sachant que Michael Jordan, à cette époque-là, il jouait aux Wizards, il était très vieux, c'était plus le Michael Jordan des Bulls. Ouais, 40 ou 41 ans à l'époque. Et des stats que jalouserait n'importe quel mais moi, je croyais que Michael Jordan était éternel. Non, personne n'est éternel. Mohamed. Personne n'est éternel. Mais le caractère de MJ, il reste. Hein. Il a plus les capacités qu'il avait dans sa jeunesse. Mais lorsque vous le regardez dans The Last Dance, lorsque vous l'entendez s'exprimer, le caractère, il est le même. Hein. Il n'a pas changé. C'est toujours un compétiteur acharné, mais il est plus capable de faire ce qu'il faisait il y a une dizaine d'années. Mais alors d'ailleurs, et ça va me permettre de rebondir et de te relancer pour la suite, oncle Phil. Vince Carter et Michael Jordan, ils ont aussi un autre point commun, c'est leur relation difficile avec l'équipe dirigeante de leur franchise. Oui, des relations difficiles avec notamment le front office. Vince Carter, il a un problème avec le front office. Le problème de Vince Carter, il est simple. Il y a un président des opérations qui s'appelle Richard Petty. Et Richard Petty, lui, il fait des promesses à Vince Carter concernant le renforcement de la franchise. Il faut savoir qu'à cette époque, Vince Carter, lui, il avait vraiment hâte que les Raptors de Toronto se renforcent et soient des candidats au titre. Et à l'époque, Vince Carter visait deux joueurs, à savoir Steve Nash et Jamal Magloire. Steve Nash qui évoluait, si je me trompe pas, du côté des Mavericks à l'époque, des Mavericks avec Dirk Nowitzki. Et Jamal Magloire, je crois qu'il était encore du côté de Charlotte. On me corrigera si je me trompe à cette époque-là. Mais il visait ces deux joueurs, Steve Nash et Jamal Magloire. Et Richard Petty, le président des opérations, lui avait promis qu'il allait arriver à renforcer cette équipe avec ces deux joueurs. Donc il voulait former un big three avec eux. Et de plus, il souhaitait que la légende Julius Erving, qu'on appelle Dr. J, pour ceux qui s'en souviennent, Dr. J, cette légende des Sixers de Philadelphie, il souhaitait que Julius Erving intègre l'équipe dirigeante en tant que GM. La petite anecdote raconte que Julius Erving avait été invité à Toronto, mais qu'il n'avait jamais été reçu par les Raptors. Donc la colère à cette époque de Vince Carter était terrible, et lui et son agent ne croyaient plus au désir des Raptors d'avancer, de devenir une équipe concurrente. Et là, ils ont demandé un trade en douce, voilà, un trade qu'ils ont obtenu le 17 décembre 2004. Vince Carter qui a donc quitté les Raptors pour rejoindre
les Nets de Brooklyn. Aujourd'hui encore, ça reste une véritable blessure dans l'histoire des Raptors, puisque les fans de cette époque, bien entendu, étaient très en colère. Vous imaginez perdre un joueur de cet acabit-là. Et pour ceux qui ont pu, j'ai pu retrouver quelques réactions de Richard Petty à l'époque. Richard Petty, lui, il traitait Vince Carter de fils à maman. Voilà, il disait que c'est un fils à maman, quelqu'un qui sait pas comment se passe le business de la NBA, etc. Donc voilà, c'est un peu les mots qui restent de la part de Richard Petty dans cette relation difficile avec Moi, je voulais Carter. demander, oncle Phil, à Christophe, en tant que fan des Raptors, même si bon, à l'époque, t'étais quand même jeune encore, on était jeunes encore, mais toi, avec le recul, comment tu la vois, ça? C'est quand même un déchirement d'avoir, en plus, Vince Carter qui lui aimait Toronto. Bah, il aimait Toronto, bien sûr, puis comme l'a dit oncle Phil, il a voulu recruter des joueurs, que ce soit Steve Nash ou Jamal Magloire, des joueurs qui étaient canadiens, pour justement renforcer l'identité de Toronto. Et après, moi, en tant que jeune fan, j'ai du mal à considérer Vince Carter vraiment comme pas un piètre, mais enfin quelqu'un qui est entre l'une des figures de cette franchise. C'est clairement une des figures de cette franchise. C'est comme tu l'as dit, Phil, c'est celui qui est le premier à avoir mis Toronto sur la carte. Donc à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut. Vince Carter, ça ne changera jamais. Bien sûr. Mohamed, toi, pour toi, tu trouves ça, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce genre de petits combats de coq au sein des franchises entre un président et un joueur phare? Le combat de coq entre un président et le joueur phare, on le voit dans tous les sports, en fait. Dans tous les sports collectifs, notamment dans le football, ça fait rien, on l'a toujours. Mais je voulais juste revenir sur ce que disait Christophe. Moi, je suis plutôt de ton côté, Christophe. C'est-à-dire que je suis assez vieux jeu, mais j'aime bien, effectivement, les gens qui, les clubs, ou en tout cas les équipes qui ont une identité locale. Ça me paraît très, très important. Quand bien même t'apporterais Vince Carter, effectivement, qui n'est pas canadien et qui te met sur la carte du monde basket, comme t'as dit, Phil. Bah ouais, mais à un moment donné, on est toujours un petit peu chauvin. C'est ma façon, moi, de voir les choses. On aimerait que, justement, cette identité énorme de ton club, voilà, c'est comme ça. On l'est ou on l'est pas. Mais alors du coup, sans Vince Carter, là il y a plus tellement de choix finalement pour les Raptors. C'est la reconstruction. Voilà, c'est la reconstruction, saison 2004-2005. C'est la saison du nettoyage, on va dire ça comme ça, et on va surtout avoir en mémoire l'arrivée de cet ailier exceptionnel qui est Chris Bosh. Chris Bosh qui arrive donc du côté des Raptors de Toronto. C'est le 8 juillet 2003 qu'il est sélectionné à la 4e position par les Raptors, et dès sa saison rookie, Chris Bosh est immédiatement envoyé au charbon. Pour ceux qui s'en souviennent, au niveau de son physique, il était très très frêle, très grand, mais assez mince, très très maigre même, on va dire. Et dès sa saison rookie, on l'a envoyé au charbon, jouer pivot. Chris Bosh qui historiquement est un ailier qui joue au poste 3 et 4, mais voilà, on l'a directement envoyé jouer pivot dans cette équipe. Donc sur le plan physique, sa première saison était très très compliquée. Vous savez, lorsque vous devez encaisser les coups des autres pivots tous les soirs et que vous avez pas le physique, c'est comme si c'est pas évident. C'est comme si on voulait mettre Tony Parker ailier fort, quoi. C'est un peu bizarre. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, parce que meneur est un ailier, c'est un petit peu compliqué. Moi, je prendrais plutôt un exemple. C'est un peu comme si on prenait, on peut prendre qui? Christophe, tu me donnes un coup de main? Je cherche un joueur très niveau physique qui match. C'est un peu comme si tu prenais. Je vais exagérer, mais je vais citer Shaquille O'Neal. Vous connaissez tous le physique du Shaq. Si vous mettez, je sais pas vous mettez. Marjanovic. Voilà, par les exemple, plus grandes oreilles de la NBA. Vous imaginez le choc. Non, cette première saison, il était terrible pour Chris Bosh, mais il était bon parce que ses stats parlaient pour lui. 11 points, 7 rebonds, 1 contre cette année-là. Il n'avait pas été nommé, il n'a pas remporté le titre de rookie de l'année, mais il avait été sélectionné dans le All First Rookie Team cette année-là.
Puis lors du départ de Vince Carter en 2004, Chris Bosh est devenu le visage de la franchise et il l'a prouvé lors de sa deuxième saison en devenant le meilleur scoreur et le meilleur rebondeur de son équipe. À 46 reprises, il tournait lors de sa deuxième saison à 18 points, 9 rebonds, 1 contre par match. Pour sa troisième saison, en 2005, Chris Bosh est définitivement nommé capitaine de l'équipe. Il est sélectionné All-Star cette année-là. Il tourne à 22 points, 9 rebonds, 2 passes. Mais on retiendra un événement pour cette année 2005. C'est un événement triste pour les Raptors, puisque le 15 janvier 2006, les Raptors affrontent les Lakers de Los Angeles avec un Kobe Bryant certains diront au sommet de son art, les Lakers avaient battu les Raptors avec une pointe à 81 points de Kobe, un match perdu de 18 points, et cette saison ils avaient réalisé le pire record de leur histoire avec 27 victoires pour 55 défaites. Le match à 81 points de Kobe Bryant, ça révèle fou. des passions. Moi, j'ai une question. Ça révèle... Est-ce que, ça me paraît dingue, hein, mais est-ce que il y a eu mieux? Oui. L'histoire du basket US, 81 points. Ouais, mais Alors, dans l'histoire du basket, c'est Will Chamberlain qui a encore le record avec 100 le points. seul à avoir mis 100 points de toute l'histoire. Mohamed, 100 points, Ouais, voilà, mais alors, imagine attends, le truc. Tu sais, les footballeurs, ensuite, si on fait l'analogie avec les footballeurs, Oui, c'est vas-y. que, évidemment que nous, on dit souvent ça dans le football, quand tu prends, je sais pas moi, l'époque de Pelé ou des Copa et compagnie qui arrivent à mettre des 6 buts à eux tout seuls dans un match, on dit ouais, mais ils jouaient contre des fermiers, contre des gens, bah, voilà, le football n'était pas pareil. Et donc, on a envie de dire la même chose, effectivement, qu'aujourd'hui, ça semble quand même quasi impossible d'avoir un athlète basketteur qui puisse mettre 81 points à n'importe quel. Bon, quoi que tu me diras, 100 points, c'est pas si vieux que ça non plus. Qui puisse mettre 100 points, quoi. Ouais, puis tu sais, il y en a pas mal qui ont des pointes à genre 60 points. C'est pas si rare que ça en vrai, hein, même de nos jours. Je pense pas que même au lycée, on a entendu parler de quelques performances assez incroyables à 100 points. Hein. Je crois que j'ai vu ça sur Internet une Non, mais fois. je veux dire, Il faudrait des scoreurs de NBA qui arrivent, qui scorent des 60 points par match, ça arrive. C'est quelque chose qui... Oui, ça arrive, oui. Bah, c'est-à-dire que si c'est des Véritablement, joueurs ça qui arrive, prennent 45 shoots par match, oui, forcément, à un moment, ils vont réussir à en mettre 60, quoi. Mais alors moi je voulais demander à Christophe de réagir parce que moi en fait pour être tout à fait honnête avec vous chers amis, je viens de découvrir en fait que Chris Bosh avait été drafté à Toronto, je ne le savais pas et du coup ça me donne envie de demander à Christophe, Chris Bosh il représente quoi pour toi en tant que fan des Raptors pour la franchise, dans l'histoire de la franchise? Ah bah c'est entre guillemets, c'est le successeur de Vince Carter en termes de visage de la franchise. C'est celui qui a fait, entre guillemets, la transition entre l'époque de Vince Carter et celle qui a suivi. Il a connu vraiment des années très difficiles, enfin pas personnellement, mais au sein de l'effectif de Raptors, il a connu des années très difficiles. Et au final, il a quasiment eu le même problème que Vince Carter, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu assez de joueurs pour les pouler. C'est ce qui a poussé à rejoindre le Big Three, le duo avec Miami. Bien sûr. Donc du coup après, ça veut dire que Chris Bosh il a continué à grandir au sein de la franchise, hein, oncle Phil. Ouais, il a continué à grandir. On revient sur cette saison 2006-2007, une saison charnière pour les Raptors qui prolongeait Chris Bosh pour 3 ans à 65 millions de dollars. Deuxième sélection All-Star Game pour lui. On rappelle que pour cette saison-là, il avait obtenu le deuxième. Il était classé deuxième au nombre de votes en conférence Est cette saison-là. Ça marque un petit peu l'importance qu'il avait pour la ligue. Il tournait à 22 points, 11 rebonds avant l'All-Star Game. Et on retiendra surtout que cette année-là, c'était l'année de la nomination de head coach Sam Mitchell à l'époque, qui avait été nommé meilleur coach de la saison. C'est la première fois que ça arrivait pour les Raptors de Toronto. Sam Mitchell nommé meilleur coach de la saison, et Jerry Colangelo, qui était le GM de la franchise à l'époque, avait reçu l'award du meilleur GM. Pour ceux qui ne suivraient pas trop le basket parmi nos auditeurs, GM c'est General Manager, hein, c'est c'est quoi, manager, pour traduire en football, c'est le directeur sportif. Le directeur, et ouais, exactement, c'est ça, c'est un peu le directeur sportif. Ouais. Ok. Voilà.
Et toujours sur cette saison 2006-2007, on va retenir l'opposition entre les Raptors et les Nets de New Jersey. Ce n'étaient pas les Nets de Brooklyn, mais les Nets de New Jersey de ce cher Vince Carter. Et c'était le moment, c'était une occasion manquée véritablement pour les Raptors qui auraient pu prendre leur revanche sur les Nets, mais malheureusement ils avaient été éliminés 4-2 par les Nets de New Jersey de Vince Carter lors de cette saison-là. On va enchaîner avec la saison 2007-2008. Les Raptors veulent repartir avec cette énergie de cette saison 2007 avec Sam Mitchell comme meilleur coach de la NBA et Jerry Colangelo et un Chris Bosh, je vais pas dire au sommet de son art, mais un Chris Bosh excellentissime, on va dire ça comme ça, parce que Chris Bosh, il a une particularité, je crois qu'il détient encore plusieurs records dans cette équipe des Raptors. Toujours le meilleur rebond. Au nombre de meilleur rebondeur, voilà, c'est encore le meilleur rebondeur de l'histoire des Raptors de Toronto. Cette année 2007-2008, Chris Bosh, il fait face à un autre monstre de la raquette en playoff. Il s'agit de Dwight Howard du Magic d'Orlando. Alors, ceux qui regardent Dwight Howard aujourd'hui peuvent rigoler, mais je vous assure que en 2007-2008, Dwight Howard, on l'appelait pas Superman pour rien. On se souvient encore de ce match 5 à 21 rebonds et 21 points, 21 rebonds et 3 contres de Dwight Howard. Il était dominant, il était véritablement dominant et les Raptors se sont fait éliminer par le Magic. Je pense bien que c'est cette saison-là que les Raptors sont arrivés que le Magic est arrivé en finale, non? Si je dis pas de bêtises, hein. Je me souviens plus. J'ai pas vérifié ce détail-là. Mais c'est surtout cette domination de Dwight Howard sur cette équipe, du Magic globalement, hein, puisqu'il n'était pas tout seul sur les Raptors qu'il faut retenir. La saison qui suit, les Raptors décident qu'il faut renforcer l'intérieur puisque Chris Bosh n'avait pas d'aide, pour rejoindre les propos de Christophe, hein. Chris Bosh a toujours eu des soucis au niveau des renforts. Donc pour la saison 2008-2009, les Raptors décident de renforcer l'intérieur de la raquette en intégrant Jermaine O'Neal. Pour ceux qui se souviennent de Jermaine O'Neal aux Pacers d'Indiana, c'était quelque chose, aux Blazers d'abord et aux Pacers surtout. Mais lorsque Jermaine O'Neal intègre les Raptors, il n'est pas au top de sa forme puisqu'il a des soucis de genoux et les Raptors ont aussi beaucoup de faiblesses au niveau des ailes et les défaites s'enchaînent et les Raptors tentent de relever la tête en faisant venir Sean Marion en échange de Jermaine O'Neal. On se souvient encore de ceux qui se souviennent de l'époque, Steve Nash, Sean Marion et Amar'e Stoudemire, c'était quelque chose. Donc Sean Marion, lorsqu'il arrive aux Raptors, les Raptors ont beaucoup d'espoir pour relancer la machine, mais le mal était déjà trop profond. Les blessures de Chris Bosh cette saison-là achèvent les espoirs des Raptors qui terminent la saison avec 33 victoires et 49 défaites. Le coach Sam Mitchell, qui avait été nommé meilleur coach de la saison précédemment, est viré. Il est remplacé par son assistant. Et c'est autant de choses qui dérangent Chris Bosh et qui fait comprendre que les Raptors ne veulent pas se renforcer. Et il voit sa quête du titre s'éloigner et il se laisse tenter à la fin de la saison 2009-2010 par ce Big Three du côté du Heat de Miami. Vous vous en souvenez avec LeBron James et Dwayne Wade. Sacrée équipe, hein, cette équipe de Miami. On se rappelle de la victoire face aux Spurs de San Antonio, hein, avec le 3 points de Ray Allen au buzzer pour aller chercher la prolongation, le tournant de la finale. Donc du coup, cette ère de Chris Bosh s'achève et donc on rentre dans une nouvelle ère. Ouais. Finalement, une de plus. On rentre dans une nouvelle ère. Une de plus, enfin, je l'ai divisé personnellement en 3. Si en utilisant le terme les airs, je l'ai divisé en 3. La première, c'est véritablement celle de Vince Carter et Chris Bosh. La deuxième, pour moi, c'est celle de Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Et la troisième, elle est en train de commencer avec le premier titre, avec ce premier titre remporté par les Raptors la saison dernière. Donc moi, c'est un peu comme ça que j'ai envie de diviser ça. Après, chacun au niveau de l'histoire, chacun l'interprète un peu à sa façon, en fonction de son feeling. Mais moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Et pour le prochain épisode, on va véritablement rattaquer cette ère DeMar DeRozan
et Kyle Lowry. Mais pour compléter un petit peu, je voulais simplement dire que les Raptors, c'est véritablement des occasions manquées, que ce soit au niveau du management, avec un visage concret, un visage qui portait cette franchise. Je pense à Vince Carter et Chris Bosh notamment. Mais c'est des occasions manquées en play-off, au premier tour, plusieurs fois des occasions manquées comme ça. Et puis, mais par la suite, les choses se sont améliorées parce que l'ère de DeMar DeRozan et Kyle Lowry a cela de particulier qu'il y a une constance dans les performances des Raptors, notamment en conférence Est et en play-off. Et on en parlera lors du prochain épisode. S'il y a des réactions, je suis là. Christophe, toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter après cette formidable épopée de l'histoire des Raptors? Que c'est une franchise qui a l'air de rien. Elle a mis très très peu de temps à arriver à maturation, puisqu'elle a mis à peine 30 ans, voire même 30 ans, et qu'on peut critiquer généralement et tout ce qui va avec le recrutement. Cette franchise, elle a été quand même bien construite, elle est sur des bases très solides, soit en termes de fanbase, en termes de recrutement, pas de recrutement, mais de quête identitaire dans le pays. Enfin, je veux dire, tout le monde au Canada est fan des Raptors. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais la grande majorité des Canadiens sont fans. Et puis voilà, je voulais juste aussi rajouter par rapport aux Huskies que s'ils n'existent plus, ils n'ont existé qu'un an, ils sont aujourd'hui un maillot collector des Toronto Raptors. Ouais, et on peut encore l'obtenir. Ah, tu dois payer bien cher pour l'obtenir, je pense, mais ouais, il y a moyen. Je pourrais vous le trouver pour ceux qui ça intéresse, il n'y a pas de souci. Au niveau de, je vais pas dire du réseau Radio Off et tout ça, mais je peux vous le trouver. Si c'est ceux qui s'intéressent, ils me contactent en eBay. Je leur filerai un lien. Ton défi pour le prochain épisode, c'est de te mettre certainement une petite blinde. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça va coûter combien cette affaire? Alors du coup, Vas-y. Ton défi Oncle Phil pour le prochain épisode de Blabla Basket, c'est de mettre en photo de profil sur ton profil Blabla Foot, toi avec ce maillot collector des Huskies. Je propose même qu'on le mette en jeu sur Blabla Basket justement, et qu'on fait un petit jeu concours là-dessus, et puis voilà. Et c'est Phil, légal, bien sûr. Je vais très clairement. Non, ce sera tout pour ma poche. J'ai zéro commission sur l'affaire. C'est moi qui perds tout. Écoute, en tout cas, tes commissions, tu les auras en revenant sur Blabla. Je vous promets que je retiens l'idée et je retiens l'idée. En tout cas, je retiens la proposition et je vous promets d'y réfléchir. Ça, super. Mais ça serait génial. Hein. Et moi, franchement, je pense que tu vas avoir des amateurs, des gens qui voudraient gagner ce maillot collector. Ouais, clairement. Et Christophe, il est déjà dans les starting blocks, lui. Ah oui, j'en fais clairement partie. Alors, si je devais vous poser une question, je peux, Max? Oui, bien sûr. Non, vas-y, je t'en prie. Encore un peu de temps. La dernière question, donc le fil. Voilà, si je vais poser la question à Christophe et Mohamed, Max, pour réagir. S'il fallait retenir de cette première partie de présentation de cette histoire, tu retiendrais quoi? Est-ce que tu retiendrais qu'est-ce qui te marque le plus, pour être plus précis? Mohamed, tu veux répondre? Alors non, moi j'aurais une autre question plutôt, mais pas sur ça. Non. Je posais à Christophe la question d'abord, si peut... Ah pardon, oui. Christophe. Moi, ce qui me marque le plus, c'est la capacité de la franchise à s'être intégrée à la NBA. Enfin, que ce soit en termes de modèle économique, en termes de popularité, je pense que c'est ça qui a marqué vraiment les premières années des Raptors. En plus, évidemment, des joueurs qui y sont passés comme Vince Carter ou Chris Bosh. Et une déception, et la plus grosse déception, si tu devais en citer une, ce serait laquelle? Le départ de Vince Carter quand même, hein, malgré tout, on est obligé d'y passer. Hein. Ouais, c'est vrai que ça a fait mal. Moi, je retiens, ce qui m'a surtout attristé, c'est le duo Jermaine O'Neal et Chris Bosh qui n'a pas du tout marché. J'étais un gros fan de Jermaine O'Neal.
très très fort à l'intérieur. Alors je m'imaginais un petit peu quelque chose de semblable à ce qu'on avait vécu à l'époque des Twin Towers avec Tim Duncan et David Robinson aux Spurs de San Antonio. Mais malheureusement, on n'a pas pu vivre cela. Mais c'était quelque chose d'assez lorsque Jermaine O'Neal a rejoint Chris Bosh aux Raptors, on a senti un truc pouvait se passer, mais malheureusement avec les pépins physiques, ça n'a pas pu marcher. Et ce que je retiens véritablement et ce qui restera toujours, enfin, ce que je retiens, c'est surtout aussi l'arrivée de Vince Carter, c'est quelque chose de toujours incroyable jusqu'à aujourd'hui. Je crois que quand la NBA va nous faire, vous savez qu'ils savent faire les choses, hein, quand il faut revenir sur l'histoire, lorsqu'il faut célébrer un personnage de la ligue, je crois que quand ils vont célébrer Vince Carter, on en reparlera encore. Je pense que Fred Weiss va encore prendre cher. Ça c'est sûr. Pour ceux qui ne savent pas, Fred Weiss était un joueur français qui s'est pris un dunk absolument monstrueux, certainement le dunk du siècle de la part de Carter aux Jeux Olympiques. C'est vrai. Messieurs, écoutez, c'est l'heure, c'est la fin de cette émission. Ouais. Max, excuse-moi, merci. Juste si tu peux me permettre, oui. Parce que j'ai plein de questions, mais je vais pas te troller ta sortie. Mais j'aurais quand même une question, effectivement, c'est quel est le nom du championnat local canadien? Parce que je le connais pas en fait, il doit bien avoir un. Oui. Alors là, je t'avoue que si ils ont. Moi-même, je me suis pas concentré sur ce détail, mais ils ont effectivement une ligue canadienne, la ligue canadienne. Voilà, on peut regarder sur Google. On reviendra dessus, mais bon, c'est bon, c'était par curiosité. Je me suis pas concentré dessus. Je me suis concentré honnêtement sur la NBA, mais effectivement, il y a une ligue canadienne de basket qui existe. Maintenant, j'ai pas le nom en tête. Eh ben, tu nous diras ça du coup pour le prochain épisode de Blabla Basket. Je regarde compte sur toi, Oncle Phil, pour. Je regarde pas comme le devoir de Mohamed. Le devoir. Et on a même pas. Il y avait tellement de trucs à dire. C'était presque un peu trop court. J'avais aussi des questions sur les salaires et tout pour comparaison avec le foot, mais la prochaine fois certainement. Eh ben note tes questions, Mohamed. Tu reviens la prochaine fois pour le prochain Blabla Basket et tu pourras poser tes questions à Oncle Phil. Vous tous aussi, n'hésitez pas à nous suivre. On revient bientôt. On se refait ça très vite, Oncle Phil, pour la suite de l'histoire des Toronto Raptors. Donc je vous remercie. Je vais remercier aussi Christophe. Merci pour ton expertise et ton œil de supporter des Raptors. Merci d'être venu ce soir. Non, je t'en prie, Max, c'est un plaisir. Et tu reviens évidemment quand tu veux. Notre guest star, je vais la remercier particulièrement. Oncle Phil, merci pour ce récit, pour cette chronique formidable. Et puis, on te dit à bientôt. À bientôt. On va annoncer très prochainement le prochain épisode sur les Toronto Raptors. À bientôt. Merci à toi aussi, Mohamed, d'être venu ce soir sur Blabla Foot. À vous tous, si vous n'avez pas pu écouter l'intégralité de notre émission, je vous conseille tout simplement de télécharger l'application. Vous retrouverez tous nos programmes dans l'onglet replay de Blabla Foot. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est partout, on est même sur LinkedIn, donc vous pouvez nous chercher, on sera là. D'ici là, portez-vous bien, vous tous, et on se retrouve très bientôt sur Blabla Foot. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Salut. Bonne soirée. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.